Bruno Tertrais, donc vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Vous publiez Géopolitique de comptoir, comment répondre aux idées reçues, fantasmes et clichés sur le monde aux éditions Erol. Quelle est l'idée reçue qui vous agace le plus, qui vous énerve le plus, que vous aviez le plus envie de démonter quand vous êtes lancé dans cet ouvrage? D'abord, ce n'est pas un livre d'agacement, c'est un livre que j'espère utile, à la fois léger et sérieux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend parfois même sur les plateaux de télévision. Par les journalistes, vous voulez dire? Non, des responsables politiques ou des experts, certains confrères et consoeurs de mon côté. J'ai envie de vous dire que peut-être ce qui est le plus grave aujourd'hui, c'est qu'on entend encore un discours qui consiste à dire après tout ce qui se passe en Ukraine, c'est un peu de notre faute. Après tout, on a humilié la Russie. Après tout, elle ne fait que se défendre contre cette Europe et ces États-Unis qui avancent vers elle et qui sont menaçants. C'est peut-être, je ne parlerai pas d'agacement, peut-être celle qui est aujourd'hui la plus grave, car elle conduit à renverser totalement les responsabilités sur le conflit en Ukraine. Je pense que c'est totalement faux, évidemment, dans ces 110 idées reçues, clichés ou fantasmes. Il y a parfois des choses qui sont totalement fausses, des choses qui sont un petit peu fausses. Moi, je ne prétends pas avoir raison contre tout le monde. Je dis simplement, essayons de complexifier un tout petit peu le débat sur des sujets qui sont souvent avancés comme ça, à l'emporte-pièce, des idées toutes faites, des idées reçues parfois. Et là, en l'espèce, c'est totalement faux à mon sens. Quand vous reprenez avec Sonia l'idée que finalement, on se demande si les Russes ne sont pas les agressés, et que les agresseurs, c'était les Ukrainiens ou les Européens, pour faire simple, avec le temps, est-ce que ce sont, d'après vous, des propos idéologisés, c'est-à-dire des gens que ça intéresse par empathie pour la Russie, de nous raconter l'histoire telle qu'on nous la raconte, ou c'est simplement de la méconnaissance? Alors il y a les deux. Parfois, il y a beaucoup de gens de bonne foi qui vont vous tenir ce discours, y compris au bistrot, mais pas seulement. Non, mais logiquement, à l'Assemblée nationale, on n'est pas au bistrot. Enfin, logiquement, oui, écoutez, vous savez très bien, vous savez mieux que moi, la confusion est parfois excusable. Même si à la buvette, le temps n'est plus effectivement à la consommation excessive d'alcool. Ça dépend pour qui. Je vous laisse répondre cette affirmation. C'est peut-être une autre idée reçue. Je crois qu'en fait, il y a à la fois des gens qui sont sincèrement convaincus, à force d'entendre un discours porté à la fois par la Russie, par des amis de la Russie, par des gens qui sont payés par la Russie, et tout simplement par des gens qui relaient de bonne ou de mauvaise foi ce type de discours. Donc il y a des gens qui sont convaincus, il y a des gens qui ne savent pas, il y a des gens qui savent très bien qu'ils disent quelque chose qui relève de la désinformation, mais qui jouent ce jeu pour des raisons idéologiques ou parfois même de politique interne. Ça peut arriver. Donc il y a plein de raisons différentes pour lesquelles on arrive à ces idées qui aujourd'hui sont, à mon sens, et là c'est une des raisons pour lesquelles j'ai aimé faire ce livre, sont relayées, multipliées par 100, par 1000, par 1 million à cause des réseaux sociaux. Autrement dit, il y a toujours eu des idées reçues, il y a toujours eu des clichés, il y a toujours eu des fantasmes. Aujourd'hui, ça se fait de manière amplifiée, de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus rapide. Et donc, ces idées, à mon sens, elles sont d'autant plus dangereuses aujourd'hui. Sur la Russie, avant de passer à l'Iran et au Moyen-Orient, Moscou a lancé de nouvelles menaces aujourd'hui en appelant les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne. Hors de question d'évacuer, répond ce soir le Quai d'Orsay à la Russie. Une menace qui intervient après une campagne de bombardement ce week-end qui est présentée comme l'une des plus violentes, l'une des plus terribles depuis le début de la guerre. Il y a un message politique. Le message est toujours politique quand la Russie cherche à faire peur, à avertir à la fois les Ukrainiens, mais aussi, bien sûr, les Occidentaux. Ça veut dire, vous savez, on ne va pas s'attaquer qu'aux Ukrainiens, on va s'attaquer aussi à tout le monde, finalement, aux Occidentaux qui sont présents à Kiev. Ne venez pas à Kiev, c'est la stratégie de la peur. C'est classique. Oui, bien sûr qu'il y a un message politique, mais je crois qu'aujourd'hui, ça relève un petit peu de la faiblesse de la Russie. Pourquoi ? Parce qu'on sent que la Russie est en train de comprendre que sa machine militaire se grippe, que ça ne fonctionne plus aussi bien que c'était le cas il y a quelques mois, que la Russie perd du terrain, que le système de recrutement commence à être de plus en plus difficile. Donc pour moi, tout ce discours qui se veut provocateur, en tout cas qui cherche à faire peur, c'est un discours qui révèle davantage de faiblesse que de force de la part de Moscou. Est-ce que les pays tels que la Russie sont conscients de notre faiblesse, qui est à la fois de la liberté des réseaux sociaux, de la liberté de la démocratie, de la liberté d'expression, et que justement, alors que ce n'est pas exactement ce qui se passe en Russie, eux sont plus susceptibles de tenir bon que nous par rapport à des vagues de désinformation? Alors, je crois qu'ils sont très conscients de nos faiblesses, qu'ils savent très bien les exploiter, mais qu'ils sont souvent peu conscients de nos forces. Qui aurait dit au Kremlin
que 4 ans plus tard, l'Ukraine tiendrait, que l'Europe aurait remplacé les États-Unis pour aider militairement l'Ukraine. Donc vous voyez, je crois que de manière générale, dans tous les régimes autoritaires, on est bien conscient des faiblesses occidentales ou des sociétés, on va dire, plus libérales ou démocratiques, et on sait parfaitement les exploiter, mais on sous-estime aussi notre force et notre résistance. Le conflit au Moyen-Orient et cette affirmation que vous démontez en partie, puisque vous dites qu'elle est discutable, c'est la question de savoir, la question évidemment qu'on s'est beaucoup posée et sans doute qu'on va continuer à se poser, est-ce que Donald Trump est irrationnel? Alors, on l'entend toute la journée faire des déclarations qui peuvent paraître contradictoires, on essaie de le comprendre, on pose sans cesse la question à nos invités de savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il veut dire, et vous dites... il n'est pas si rationnel que ça. Oui, je ne crois pas. Alors, si on évacue la question est-ce qu'il est fou, parce que la question de la folie peut avoir une définition psychiatrique ou une définition plus courante. Donc, c'est pas ça la question. La question, la question pertinente pour moi, est-ce qu'il a une stratégie? Est-ce qu'il est rationnel au sens, là pour le coup, rationnel au sens de la psychiatrie, c'est-à-dire, en gros, de savoir connecter des fins et des moyens. Et il n'est pas irrationnel. En tout cas, sur le plan stratégique, sur le long terme, il a les mêmes idées, il avance les mêmes idées depuis 40 ans. Donc, il n'est pas... il a des obsessions. Il pense avoir les moyens de mettre en œuvre ses buts de guerre ou ses buts de paix, d'ailleurs. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si, au jour le jour, il est véritablement capable de connecter ses fins et ses moyens. Autrement dit, pense-t-il réellement qu'en disant je dois avoir l'accord avec l'Iran qui va permettre non seulement de régler la situation du détroit d'Ormuz, de régler la situation de la question nucléaire, de régler le problème de la normalisation des relations entre les pays du Golfe et Israël, sinon je vais m'énerver. Est-ce qu'il sait à ce moment-là que c'est en gros du bluff, ou est-ce qu'il le pense vraiment? Ça, je ne sais pas répondre à cette question. Tout ceci pour dire que dans ce petit livre, effectivement, je ne me fais pas l'arbitre du vrai et du faux. Je dis plutôt, attention, il y a parfois des clichés ou des grandes phrases qu'on entend soit au comptoir, soit sur les plateaux de télévision, qui sont à moitié vraies ou partiellement vraies. Et à cette question-là, moi, je n'ai pas de réponse finale. Et l'idée, justement, qu'on entend pas mal sur les plateaux de télévision, notamment de la part des militaires, qui disent qu'en gros, les États-Unis ont tout perdu dans cette opération, en arrivant presque, en excipant le droit international, ce qui est assez logique pour le début, mais en oubliant ce qui se passait en Iran. Est-ce que ça, c'est une idée qui tient la route, ou alors c'est une nouvelle vague, si j'ose dire, aux nouvelles modes, face aux impérities, je ne vais pas dire aux folies de Donald Trump, qui fait qu'on peut se dire, finalement, toute cette opération, le solde sera négatif pour l'Occident? Alors d'abord, elle n'est pas terminée et on n'aura le solde qu'à la fin. Donc moi, je ne peux pas encore répondre à cette question. Chez les militaires français, on a une relation compliquée avec les États-Unis. On les admire énormément. On adore. Ils nous empoisonnent aussi parce que... on adore coopérer comme le avec général eux. de Gaulle, oui. Et on a aussi... on est quelque part, souvent, nous Français, pas seulement les militaires, on est quelque part... assez satisfait de les voir s'empêtrer une nouvelle fois au Moyen-Orient sur le thème « Ah, ces Américains, décidément, ils ne comprennent pas le monde. Nous, on est tellement supérieurs, on comprend tout mieux que personne. » La question n'est pas celle des militaires américains. La question, c'est celle des politiques. C'est à la Maison-Blanche, on n'avait pas imaginé que l'Iran puisse fermer le détroit d'Ormuz. On n'avait pas imaginé que l'Iran puisse être aussi résistant. Donc moi, je n'ai pas de réponse là encore claire là-dessus parce que vous me parlez d'un événement qui est loin d'être terminé. Pour l'instant, je pense que si je voulais me faire l'avocat du diable, en l'espèce celui de Donald Trump, je dirais il a quand même affaibli sérieusement l'Iran, le Hezbollah, et les autres, oui. ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire les intermédiaires de l'Iran, c'est pas négligeable. L'Iran a besoin d'un accord aujourd'hui parce que les revenus financiers des gardiens de la révolution commencent à se tarir. Donc ça, c'est pas complètement absurde de dire qu'il y a un résultat. De même que le programme nucléaire, eh bien, comme on dit souvent ces jours-ci, notamment en Israël, je l'ai entendu encore l'autre jour, cela fait bientôt 1 an que l'Iran n'a pas enrichi d'uranium, ça n'était pas arrivé depuis 20 ans. Et vous le savez bien, en politique, en diplomatie, en stratégie, le temps gagné, c'est déjà quelque chose. Donc, dire qu'il n'y a pas de résultat, ça me paraît excessif. Dire que les moyens qui ont été dépensés, y compris les moyens militaires absolument colossaux, phénoménaux, qui empêchent les Américains de faire d'autres choses dans le monde aujourd'hui, d'ailleurs, que ces moyens-là ont été excessifs par rapport aux résultats d'aujourd'hui, alors là, oui, certainement.
Comment vous analysez justement cette question du nucléaire, dont on avait l'impression ces dernières heures, ces derniers jours, qu'elle pourrait être absente vous aviez cette impression de ce protocole d'accord. Ça fait partie des informations qui ont circulé. Non, vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que les États-Unis pourraient sérieusement envisager de signer un protocole d'accord dont serait absente la question du nucléaire? Alors, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'il y ait 2 phases. Un premier accord sur le détroit d'Ormuz, où en gros, blocus... on termine le blocus et l'Iran rétablit... Attendez, précise juste au passage. On annule le blocus. Est-ce qu'on revient à la situation d'avant? Non, justement, c'est ça le problème. Là encore, si je voulais me faire l'avocat du diable, je dirais que le blocus de Donald Trump a permis d'avoir un instrument, un levier face à l'Iran qui, tout seul, avait décidé de bloquer, de miner le détroit au sud et de demander un droit de passage. Donc, on enlève le blocus, on rétablit la liberté de circulation. D'accord? Ça, c'est pas mal comme première phase de règlement du conflit. Sauf que l'Iran, pour l'instant, dit encore « Non, mais on va conserver le péage. » Voilà. En tout cas, la possibilité d'une première phase, d'un premier accord, très hypothétique à ce stade, sur le détroit d'Ormuz, avec l'idée, dans les 2 mois qui viennent, d'un accord sur le nucléaire. Franchement, quand on a vu que les diplomates occidentaux, russes et chinois, ont mis plus de 5 ans à négocier un accord entre 2010 et 2015, qui va croire qu'en 2 mois, on va faire un accord qui va régler la question iranienne? Il n'y a que Donald Trump qui peut-être y croit. Est-ce que vous pensez encore que cette affaire peut se régler par une victoire stratégique pour les États-Unis? Ça me paraît très difficile. J'étais en communication il y a quelques jours avec des experts très proches de l'administration Trump qui, eux, pensent que là, Trump ferait une erreur en signant un accord avec les Iraniens, mais qui pensent, à tort ou à raison, je ne sais pas, qu'en gros, l'Iran est aujourd'hui dans la situation de l'Union soviétique en 1989-1990. Qu'en fait, le régime est très fragile. Bien passé après. Qu'il suffit d'attendre un peu, d'accroître un peu la pression pour que le régime finisse par tomber. Je pense que c'est très optimiste. Et en même temps, ce qu'on sait, c'est que les régimes autoritaires, historiquement, eh bien, ils durent longtemps, mais quand ils s'effondrent d'un seul coup. Et d'un seul coup. Et c'est aussi une affirmation sur laquelle vous revenez, je la retrouve pas, mais de mémoire, c'était ça ne marche pas d'intervenir de l'extérieur contre un régime autoritaire. C'est ce qu'on a beaucoup entendu au début de cette guerre. Oui, en fait, il y a 2 choses. D'abord, on dit souvent les sanctions, ça ne marche pas, mais parce qu'on leur demande trop, peut-être. Les sanctions, ça marche, c'est efficace, ça ralentit, ça complique, ça affaiblit. La Russie, si elle n'était pas sous sanctions, il est très probable qu'elle serait aujourd'hui déjà à Kiev. J'exagère un peu, et c'est surtout le combat des Ukrainiens qui a permis qu'elle ne soit pas à Kiev. Les sanctions compliquent les choses, elles affaiblissent l'adversaire, elles envoient aussi un message politique. La question des interventions militaires, pour moi, c'est finalement une question de coût-efficacité. On dit parfois l'Afghanistan, ça a été un échec. Justement, c'est une banalité de le dire, mais pas fausse. Mais je ne sais pas. Est-ce que vous êtes allé, comme je l'ai fait, à Kaboul pour discuter avec... Je n'entends que ce qui se passe sur la condition des femmes, des petites filles, des enfants. Attendez, j'y vais. Là, effectivement, c'est un truc émotionnel et non pas forcément rationnel, ce que je vous dis. Non, c'est tout à fait rationnel. Pour moi, la situation des femmes, des filles et des enfants à Kaboul, c'est tout à fait rationnel. Ce que je veux dire, c'est qu'avant le retour des talibans, moi, ce que j'ai entendu à Kaboul, c'est, vous savez, on a eu toute une génération de jeunes Afghans et de jeunes Afghanes qui ont été éduqués. On a des routes qu'on n'avait jamais eues. Donc, c'est pas totalement... Même si les talibans devaient revenir, ça ne serait pas considéré comme un échec. Vous voyez? Donc ça donne à réfléchir. Évidemment, ces jeunes Afghans, aujourd'hui, ils ont quitté le pays. Est-ce qu'un jour, ils pourront revenir pour que le pays redevienne peut-être une terre d'espoir? Je ne sais pas. Mais il ne suffit pas de dire c'est absolument terrifiant ce qui se passe aujourd'hui pour dire c'est un échec total. Pour moi... C'est l'éloge de la nuance. C'est l'éloge de la nuance, mais vous l'avez compris. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire dans ce livre. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'en gros, 15 ans d'intervention, là encore, à un coût militaire et humain et financier phénoménal. Le résultat n'est pas satisfaisant, même avec toute cette génération de jeunes Afghans et Afghanes qui ont été éduqués, qui ont eu accès à la culture, à l'éducation qu'ils n'avaient jamais eue et qu'ils n'auraient jamais eue sans l'intervention occidentale. Je pense que malheureusement, le coût a été trop élevé. Pour reprendre différemment la question de Sonia tout à l'heure, est-ce que ça périme définitivement tout ce que nous, on a entendu à notre génération, qui étaient les déclarations sur le devoir d'ingérence ou le droit d'ingérence? C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, on faisait ou tellement d'horreurs, ou tellement de choses qui étaient universellement reconnues comme telles, et que ça nous donnait une possibilité, au nom de je ne sais quoi, d'intervenir. Est-ce que cette dernière intervention de Donald Trump des États-Unis, par rapport à ce qu'on savait sur l'Iran et ce qu'on savait sur la répression, c'est un coup d'épée, non pas dans l'eau, parce qu'on le saura qu'à la fin, c'est ce que vous avez dit, mais intellectuellement, quand on a entendu tout le monde parler du droit international
alors que le devoir d'ingérence, c'est rigoureusement le contraire. Non, d'abord, ce qu'on a appelé le débat sur le droit ou le devoir d'ingérence, ça a donné quand même quelque chose qui est une résolution des Nations Unies qui a été acceptée par tous, qui s'appelle la responsabilité de protéger. Aujourd'hui, le droit international impose au gouvernement de protéger leur population. Les acquis juridiques, ça n'a pas l'air d'être très efficace de l'extérieur, mais ça finit par s'imposer. Alors, sur la question de savoir s'il faut intervenir quand il y a une tragédie humanitaire, vous avez raison, les générations auxquelles nous appartenons ont vécu avec cette question, ce dilemme. Que la légitimité venait de l'horreur de ce qui se passait dans le pays. Tout à fait. Est-ce qu'il peut être légitime d'intervenir ponctuellement pour un résultat précis lorsqu'il y a effectivement un risque ou de massacre à grande échelle avéré? Oui, ça peut valoir la peine. Mais ce que fait Donald Trump aujourd'hui, c'est absolument pas pour le peuple iranien. Franchement, il a dit qu'il le faisait, il a dit qu'il comptait le faire, qu'il allait venir au secours du peuple iranien au tout début de l'année. Mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est le cadet de ses soucis. Donc, en tout cas, on ne peut pas juger du bien fondé ou du mal fondé de l'intervention à l'aune de ça. À l'aune de cela, parce que malheureusement, ceux qui trinquent parce qu'ils sont entre le marteau et l'enclume aujourd'hui, c'est effectivement les Iraniennes et les Iraniens. Autre idée reçue et cliché sur nous, cette fois, la France ne compterait plus sur la scène mondiale. Oui, ça me paraît très exagéré. Au contraire, je crois que là quand j'étais en train d'écrire ce livre au début de l'année, on a eu une séquence, quoi que l'on pense de l'action d'Emmanuel Macron à l'intérieur, on a eu une séquence dans laquelle on a vu son discours peser, on a vu son discours marquer les esprits, que ce soit à Davos, que ce soit au G7, que ce soit plus récemment en Afrique. On n'en a pas beaucoup parlé en France, mais le sommet qui a eu lieu sur l'Afrique, où pour la première fois depuis très longtemps, la France a décidé de prendre le train de l'Afrique anglophone. Je simplifie un petit peu les choses, alors qu'on a été, à juste titre, trop souvent accusé de nous occuper que de l'Afrique francophone. Franchement, on a un président hyperactif et qui fait en sorte que la voix de la France pèse. Attention, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est formidable. Mais en tout cas, le discours très politique, qui consiste à dire, et très facile, qui consiste à dire la France ne compte plus, je crois, me paraît très excessif. Donc là, je ne dis pas c'est faux, je dis très exagéré. Je dis très exagéré. Très exagéré. Voilà. Et pour faire plaisir à Sonia, est-ce que vous croyez que la politique internationale, la politique étrangère et le rôle de la France doivent faire partie des choses dont on débattra à l'occasion de la présidentielle et que c'est plus que d'habitude, alors qu'ils hurlent tout le temps, je parle des candidats, en disant on n'a pas assez parlé de politique étrangère ou d'écologie, c'est deux choses sur lesquelles ils regrettent toujours de ne pas s'être exprimés, alors que sciemment, ils préfèrent faire des choses qu'ils ont de la plus basse petite politique. Oui, vous croyez que là, on devrait, et sous quel angle ça devrait se présenter? Alors, d'abord, je n'y crois pas beaucoup. Mais votre opinion là-dessus est sûrement aussi informée que la mienne, parce que vous connaissez bien ces débats et vous avez l'expérience des campagnes. Je n'y crois pas beaucoup. Je crois qu'à la fin, ce qui comptera à 90%, ça sera le portefeuille, ça sera la sécurité, ça sera l'immigration, ça sera les questions identitaires. Le fait de savoir si tel ou tel candidat est à telle ou telle position sur la Russie, ou je termine, sur la Russie, sur Israël ou sur l'Iran, ça sera, à mon avis, quelque chose de totalement mineur. Ce qui comptera, c'est les éventuelles conséquences politiques des choix qui ont été faits, effectivement, y compris le prix de la pompe, le prix de l'essence à la pompe, etc. J'ai beaucoup de mal à y croire. Vous savez comme moi, Nathalie, que les candidats à la présidentielle, moi j'ai fait une ou deux campagnes, eh bien on cherche tous, les gens comme moi, à intéresser les candidats à l'international. On a beau leur dire, vous savez, si vous êtes élu, madame ou monsieur, vous allez passer 90% de votre temps sur la diplomatie, la défense, le terrorisme, les affaires extérieures, eh bien ça ne prend pas. Voilà, c'est comme ça. Et la France n'est pas forcément une exception dans ce domaine, sauf que nous on a un président de la Ve République qui est extrêmement puissant dans ce domaine. Qui a les bains libres. Et qui a les bains libres. Et donc, s'il y a vraiment un pays dans lequel ça devrait compter davantage dans les campagnes, je crois que c'est la France. Je n'y crois pas beaucoup pour 2027, à peine un petit peu plus, parce que le contexte est quand même particulièrement lourd. Un petit peu plus qu'en 2022 ou en 2017, mais pas beaucoup plus. On termine avec une bonne nouvelle, Bruno Tertrais. Mais oui, il y en a quand même une question qu'on entend beaucoup, que les gens se posent beaucoup. Est-ce qu'il y a un risque de Troisième Guerre mondiale ? Alors non, je ne crois pas que ce risque soit réel. Je ne dis jamais il y a zéro risque, mais je crois que ce risque est extraordinairement faible parce qu'il y a un certain nombre de choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas en 1914 ou en 1939. Il y a d'abord ce qui s'appelle la dissuasion nucléaire, ce qui fait que les grands pays, les grandes puissances du moment sont dotés de la bombe atomique et c'est quand même un facteur de retenue dans la manière dont ils se comportent vis-à-vis des autres grandes puissances. Ça n'empêche pas que la Russie agresse l'Ukraine, mais ça empêche que la Russie
en tout cas, s'adresse militairement à l'OTAN. C'est aussi un facteur de retenue pour la Chine aujourd'hui, qui hésite encore à se saisir de Taïwan parce qu'elle sait que l'Amérique est là. Et d'ailleurs, si vous êtes Xi Jinping, vous vous dites j'ai vu Donald Trump quand même intervenir en Iran massivement, alors que je ne m'y attendais pas du tout. Vous voyez, tout cela joue aussi. Il y a des alliances militaires plus solides. Le fameux enchaînement des alliances qu'on a tous appris à l'école en 1914, en fait, c'est remis en cause aujourd'hui par les historiens. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais je crois honnêtement, après analyse, que le risque est très, 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 très faible. Et pour en savoir plus, donc, géopolitique de comptoir, comment répondre aux idées reçues, fantasmes et clichés sur le monde aux éditions Erol pour briller en société ou éviter de dire n'importe quoi. Éviter d'être ridiculisé en plateau. Ça peut être utile, souvent même. Merci beaucoup, Bruno Tertrais. Achetez-le chez votre libraire, parce que chez les grands libraires américains en ligne, il est déjà en rupture de stock, donc profitez-en pour aller voir votre libraire. Voilà, c'est bon signe. Merci Bruno Tertrais, merci Nathalie. À demain, bonne soirée sur France Info. Dans un instant, les informés.